Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission qui vous fait d'ores et déjà une promesse, évoquer les questions pratiques, techniques qui vous concernent dans l'exercice de votre profession et qui bien évidemment concernent aussi les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du FSE, le Fonds de solidarité des entreprises. On va le faire en essayant d'être concret, pratique, incisif et donc c'est en tout cas l'objectif d'être utile à vous qui nous consacrez ce court moment. On va pouvoir s'appuyer sur l'expertise de Damien Dreux. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables chargé du secteur baptisé la profession au cœur de l'économie. Et puis comme un bonheur n'arrive jamais seul, Étienne Romfort est avec nous, consultant en droit des sociétés à Infodoc Expert. Merci de nous accorder ce moment pour nous éclairer, sinon nous éblouir. Question à Damien Dreux pour débuter cette série. Damien, on peut dire sans risque de se tromper que le FSE est un sujet important dans le quotidien de l'activité des experts comptables. Évidemment, le FSE, Fonds de solidarité des entreprises, rythme notre quotidien professionnel depuis près d'un an. Les modalités de ce dispositif ont évolué au gré du temps. On a eu une première phase, le premier confinement, le deuxième confinement, des aménagements entre-temps. Donc je dirais toutes les semaines, pratiquement ça bougeait. Ça nous a beaucoup occupé au niveau du Conseil supérieur et au niveau des professionnels pour décrypter ce dispositif. Mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça a été du carburant qui a été mis dans les entreprises. Ça a représenté 15 milliards d'euros. Et il y a un chiffre qui m'interpelle, c'est 6 milliards d'euros pour les TPE de 0 à 5 salariés. Donc on dit toujours dans notre pays, les TPE sont peut-être un peu... On n'y pense pas. Là, mérite au gouvernement. Ils ont pensé aux TPE puisqu'il y a eu 6 milliards consacrés pour celles-ci. Il y a 2 millions d'entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif, ce qui est énorme. Donc évoquer le FSE aujourd'hui est évidemment une priorité. On va tout de suite ouvrir le premier volet de notre rendez-vous. Il est consacré au dernier texte en vigueur à ce jour sur le FSE. Alors Damien, la première question elle est d'ordre général. Le FSE est entré en vigueur en 2020, vous l'avez dit. Il est prolongé jusqu'à quelle date ? Alors déjà, tout récemment, en début de mois, au début du mois de février, on a eu une bonne nouvelle. Le Fonds de solidarité a été prolongé pour le mois de janvier, dans les mêmes conditions, enfin très très proches de celles de décembre 2020. Et il va être prolongé jusqu'au 30 juin 2021. L'arbre, 30 juin 2021, on peut s'attendre à la fin du FSE, mais on l'aura consacré pendant pratiquement 15 mois. Alors, on va préciser des choses. Nous sommes début mars. Est-ce que je peux demander le FSE au titre du mois de décembre ? Et puis, question complémentaire, quelles sont les différences par rapport à la version du FSE annoncée en janvier, Étienne ? Alors, concernant le mois de décembre, la demande d'aide peut être faite jusqu'au 28 février, donc les demandes sont terminées à cette date-là, mais il y a un régime d'aide complémentaire qui a été attribué à des entreprises, à certaines catégories d'entreprises pour le mois de décembre, et pour celle-ci, un délai supplémentaire a été octroyé jusqu'au 31 mars. Pour ce qui est des différences entre le mois de décembre et le mois de janvier reprend de manière globale les mesures qui avaient été mises en place au mois de décembre et vient consolider les modifications qui avaient été apportées, notamment en termes d'aide complémentaire. Donc aujourd'hui, au mois de janvier, on se retrouve avec un régime, si je puis dire, plus simple, avec des catégories d'entreprises qui sont éligibles aux aides. Alors, ces catégories, quelles sont les entreprises éligibles au Fonds de solidarité ? On en rêvait, vous allez le faire, vous allez nous décrypter ces 4 catégories qu'il faut avoir en tête. Tout à fait. Alors, premièrement, il y a les entreprises, bien évidemment, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021. Ça va concerner généralement, vous le savez, les restaurants, les bars qui sont aujourd'hui fermés. Nous avons une deuxième catégorie d'entreprises qui sont classées dans ce qu'on appelle l'annexe 1 ou ce que vous pouvez rencontrer aussi comme nommé le secteur S1. Et ces entreprises-là sont des entreprises qui ont fait l'objet en effet d'une fermeture ou non, mais qui sont impactées de manière importante par les mesures sanitaires et qui viennent restreindre leur activité. Vous avez ensuite l'annexe 2 qui est une annexe qui reprend les entreprises qui, d'une manière moins importante, ont pu être impactées, mais qui ont pu travailler avec des entreprises ou avec des secteurs
qui sont particulièrement impactés. Je pense par exemple au secteur aéronautique. Et enfin, vous avez les autres entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'une classification particulière, mais qui peuvent bénéficier également d'une aide, d'un certain montant d'aide, mais qui est moins important que les autres. Alors, le document qui s'affiche à l'écran est évidemment consultable sur le site et de toute façon, vous le rendez disponible avec InfoDoc Expert. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de préciser que dans certains cas, je pense qu'Étienne, vous pourrez nous donner ces cas de figure, l'expert comptable est un véritable tiers de confiance puisqu'il va produire dans certains cas de figure des attestations. Quels sont ces cas? Tout à fait. Donc, ce sont pour les entreprises qui se situent notamment dans l'annexe 2 du fameux décret et qui doivent justifier de réaliser un certain pourcentage de chiffre d'affaires, en l'occurrence 50%, avec certains secteurs d'activité ou certaines entreprises. Et donc, pour celles-ci, en effet, l'expert comptable intervient dans le cadre de la réalisation d'une attestation qui vient justifier en effet de cette part de chiffre d'affaires. Donc, expert comptable, tiers de confiance sur ce sujet. La taille de l'entreprise est-elle prise en compte dans le calcul de l'aide? Alors, elle l'était jusqu'au mois de décembre. Et à partir du mois de décembre, en matière d'effectifs salariés, puisque c'est de ça dont on parle, à partir du mois de décembre, le critère a été supprimé pour une grande partie des entreprises. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le critère de taille en matière d'effectifs salariés n'est important que pour les entreprises qui sont classées dans la catégorie numéro 4 que nous avons vu tout à l'heure, autres entreprises, et qui, elles, doivent justifier d'avoir moins de 50 salariés au sein de leur structure. Bien. Alors, comment, parce qu'on voit qu'il y a des catégories, on voit qu'il y a des conditions de chiffre d'affaires, on voit qu'il y a des questions de date, on voit qu'il y a des questions d'effectifs, etc. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans ce maquis, dans ce dispositif en permanente évolution? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est raisonner en termes de catégorie d'activité. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il faut que vous regardiez dans quelle catégorie d'abord vous êtes en tant qu'entreprise ou en tant que professionnel. Ensuite, en fonction de la catégorie, vous pourrez être éligible à un certain montant d'aide en fonction également de critères bien spécifiques. Donc là, on voit bien, interdiction d'accueil au public, oui, je suis dans ce cas, j'ai droit à un certain type d'aide. Non, je bascule, je regarde si je suis dans l'annexe 1, etc., etc. et je dégouline jusqu'à la 4e catégorie. Tout à fait. Ça, c'est un arbre de décision, comme on dit dans votre jargon notamment. Alors, on reste dans la complexité. À quel montant d'aide une entreprise peut-elle prétendre? Alors là, la difficulté, c'est que pour chaque catégorie d'entreprise que nous avons pu voir, un montant d'aide, bien évidemment, a été adapté en fonction des difficultés de chaque secteur. Bien évidemment, si vous êtes considéré comme visé par une interdiction d'accueil du public, vous aurez droit à un montant d'aide qui sera soit de 10 000 € pour le mois de janvier ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Alors, chiffre d'affaires de référence, c'est le chiffre d'affaires qui a été réalisé au mois de janvier 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année 2019. En sachant que, bien évidemment, il convient de choisir et on a le choix en fonction du montant, selon le calcul, qui est le plus intéressant pour l'entreprise. Janvier 2019 ou janvier 2020 ? C'est bien janvier 2019, c'est important, bien sûr, de le Parce préciser. On est en 2021. Exactement. Mais pour le calcul, en effet, en 2021, il convient toujours de se rapporter à janvier 2019. Alors, est-ce que l'aide versée est considérée comme une subvention et comment elle intervient en comptabilité? C'est ça, Gabi. Vous avez fait un peu de comptabilité. Il y a quelques notions. Et effectivement, là au moins c'est simple. Quel que soit on a X mode de calcul, mais c'est toujours comptabilisé au même endroit, dans le poste subvention. On peut même préciser le compte 740 000. Et il y a un effet qui se coule, c'est-à-dire que contrairement à du chiffre d'affaires, cette subvention ne sera pas imposable au niveau fiscal. Donc il y a un retraitement pour le calcul du résultat fiscal. Et pour ce qui concerne les contributions sociales? Alors identique pour les TNS, les entreprises individuelles, ça sera ressorti pour le résultat, le revenu imposable en termes de charges sociales. Donc c'est quand même double effet qui se coule, Gabi. Alors on y voit déjà un tout petit peu plus clair, même si il va falloir se plonger dans les tableaux que vous nous avez proposés pour essayer de s'y retrouver le cas particulier qui est celui de celles et ceux qui nous regardent. On va s'intéresser précisément à quelques cas particuliers. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est la FAQ, deuxième séquence, encore et toujours plus concrète, foire aux questions.
Alors, on les a appliquées, ces questions, dans toutes celles que vous recevez tous les jours. La première, elle concerne les agences immobilières. Est-ce que les agences immobilières peuvent être considérées comme fermées administrativement ? Alors, c'est une bonne question, une question à laquelle nous avons eu beaucoup de difficultés à avoir une réponse concrète. Et il s'avère qu'en réalité, il faut se référer à la catégorie d'établissements recevant du public auxquels sont classées les agences immobilières. En principe, elles sont classées dans la catégorie des bureaux et, à ce titre, ne sont pas considérées comme fermées administrativement. Une agence immobilière est un bureau, simplement. Alors, il se peut que dans certains cas, elles soient classées également dans la catégorie des établissements recevant du public de type M, et à ce titre-là, ça veut dire qu'elles vendent. Alors, ça veut dire qu'elles sont considérées comme des commerces de vente. Elles vendent des biens immobiliers. Elles vendent des biens immobiliers, et la classification ERP leur permet dans certains cas d'être classées dans la catégorie M, donc, en tant que magasin de vente, et donc à ce titre, être considérées comme fermées administrativement. Donc l'important dans ce cas-là, c'est bien de vérifier sa catégorie, sa classification ERP pour savoir si oui ou non je suis fermé administrativement. Franchement, j'ai une agence immobilière, ce qui n'est pas le cas, mais je reçois forcément du public, sinon à quoi ça sert d'avoir une agence immobilière ? En réalité, oui, le public peut venir. L'objectif, semble-t-il, c'était de permettre à ces agences immobilières de continuer à recevoir du public pour permettre à ce que des ventes puissent être réalisées. Et donc c'est pour ça qu'en pratique, on s'en rend compte, la plupart des agences immobilières étaient considérées comme ouvertes. Après, ont-elles reçu beaucoup de public? C'est une autre question. Bien, compliqué quand même, hein. Alors, autre question. Une entreprise saisonnière exploite un restaurant qui est habituellement fermé en décembre et janvier, ou qui a très peu d'activité en hiver. Est-ce que cette entreprise saisonnière est éligible au fonds de solidarité ? Oui, ça pourrait être une activité saisonnière en Ardèche. Par exemple. Par exemple, au hasard. qui habituellement était fermée sur les mois de janvier et décembre. Eh bien oui, elle aura le droit, au titre de ces mois, au fonds de solidarité, avec deux possibilités de référence, soit un chiffre d'affaires moyen 2019, ou même éventuellement, si c'est plus intéressant pour l'entreprise, une référence au chiffre d'affaires de janvier ou décembre où elle avait quasiment rien fait. Ah oui. Et donc là, d'accord. Même si elle ne travaille pas habituellement en hiver, elle peut bénéficier d'un fonds de solidarité pour cette période-là d'hiver. Complètement. D'accord. Est-ce qu'un président de SAS, ou un dirigeant tout court au fond, est éligible au fonds de solidarité ? Alors, attention, puisque là, le fonds de solidarité est d'abord destiné aux entreprises. C'est bien l'entreprise, personne morale, quand elle existe, qui est éligible au fonds de solidarité. Donc, ce n'est pas son dirigeant. Le dirigeant, cette situation est quand même prise en compte dans la mesure où il ne doit pas, lorsqu'il est majoritaire, c'est-à-dire dirigeant et associé majoritaire, il ne doit pas avoir de contrat de travail au 1er janvier 2021 pour l'aide du mois de janvier. Donc, à ce titre-là, la confusion qu'on pouvait avoir, c'est qu'un président de SAS n'a pas de contrat de travail, il a un mandat social, et donc l'entreprise peut être éligible à ce titre au fonds de solidarité. Rien n'est fait pour le chef d'entreprise, alors du coup. Oui, c'est un des messages qui nous tient à cœur, et notamment à notre président, Lionel Canisi. On n'a pas l'équivalent du chômage partiel, c'est un autre dispositif, le chômage partiel, mais le dirigeant, pour son revenu du travail, n'a pas d'équivalent du chômage partiel à ce jour. Et c'est une des propositions qu'on porte depuis quelques mois auprès de notre gouvernement. C'est un trou dans la raquette, comme on dit quelquefois. Les SCI sont-elles éligibles au fonds de solidarité ? Alors là également, il y a eu en effet beaucoup d'interrogations. Il avait été précisé dès la mise en place du fonds de solidarité que les LMNP ne pouvaient pas, par exemple, être éligibles au fonds de solidarité. Et la question se posait de savoir si les SCI pouvaient, elles, bénéficier d'une aide. Et ce qu'il a été donc précisé par la DGFiP, c'est qu'une SCI considérée comme professionnelle, c'est-à-dire une SCI qui loue des locaux à usage professionnel, pouvait, dans ce cas, bénéficier d'une aide au titre du fonds de solidarité. Voilà la réponse qui nous avait été faite. C'est la seule condition. C'est pour l'instant la seule condition. Oui, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que c'était pas une évidence, mais y compris un chef d'entreprise qui a une SCI, qui loue à ses locaux, son entreprise est en difficulté, il décide de faire des abandons de loyer, sa SCI, au titre de sa SCI, il sera éligible au fonds de solidarité avec le référentiel différence de chiffre d'affaires qui dans ce cas particulier, l'absence ou un loyer fortement réduit. Alors, autre type de société, les sociétés civiles professionnelles,
pas mal de questions pour savoir si elles aussi sont éligibles. Oui, tout à fait. Alors, elles le sont dans la mesure où ce sont des sociétés personnes morales et à condition, bien sûr, de remplir les différents critères qui sont fixés par les textes, elles peuvent en effet être éligibles au Fonds de solidarité sans problème. On pose souvent la question pour l'activité partielle, mais elle est valable aussi pour le Fonds de solidarité. Comment une entreprise qui a plusieurs activités distinctes peut obtenir une aide au titre de ce Fonds de solidarité? Par exemple, les bars tabac, qui sont souvent pris en exemple. Le bar est fermé, le tabac est ouvert. Est-ce que j'ai droit au FSE ou pas, et à quel montant? Alors, c'est une question intéressante puisque nous avons vu une évolution tout au long des mois depuis quasiment un an maintenant. Dans un premier temps, l'administration avait indiqué qu'il fallait prendre en compte l'activité qui faisait l'objet d'une fermeture administrative et qui pouvait du coup bénéficier du Fonds de solidarité à ce titre-là. Désormais, l'administration nous précise qu'il faut regarder la part de chiffre d'affaires réalisée par chaque activité distincte et vérifier quelle est celle qui a la part la plus importante. En fonction de cela, nous saurons dans quelle catégorie, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la ranger et donc savoir quel montant d'aide elle pourra obtenir. Si le bar tabac, traditionnellement, en 2019 par exemple, avait réalisé davantage de chiffre d'affaires dans l'activité bar que dans l'activité tabac, eh bien, voilà. Très bonne remarque. En effet, l'activité de bar étant fermée aujourd'hui et étant l'activité principale, on considère que l'entreprise est éligible au Fonds de solidarité au titre donc de la fermeture administrative. Alors, autre cas, très fréquent évidemment, je suis restaurateur, je me suis converti à la vente à emporter, on en a vu beaucoup. Cette activité de vente à emporter est-elle exclue du calcul de l'aide que je vais recevoir? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vu le modèle économique, les restaurateurs souhaitaient quand même avoir un minimum d'activité, s'occuper une partie de garder un lien avec la clientèle. Et donc, ils ont développé le click and collect, la vente à emporter. Et effectivement, pour calculer leur chiffre d'affaires de référence, on va neutraliser complètement cette vente à emporter. Donc, comme aujourd'hui, de toute façon, ils ne peuvent pas faire autre chose, ils se retrouvent bien avec une base zéro comparée à un chiffre d'affaires qui était le chiffre d'affaires de l'année précédente, enfin 2019, en l'occurrence, de référence. Et qui, lui, paradoxalement, pouvait inclure un tout petit peu de vente à emporter, même partielle, quoi. Ces aides et subventions publiques, est-ce qu'elles doivent être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires? Alors, normalement, les aides et les subventions, non, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, puisque le texte là-dessus est très clair. Il s'agit de favoriser l'aide de l'entreprise, donc les aides qui sont attribuées, on ne les prend pas en compte, en effet, dans le calcul de la perte de chiffre d'affaires. Est-ce que l'un et l'autre, vous connaissez cette phrase définitive que prononce notre ami Patrick Viaud régulièrement? Il nous dit « répéter, c'est pas mauvais ». Au nom de ce dicton de Patrick Viaud, je vous soumets la même question que tout à l'heure. Est-ce que le FSE est soumis à l'impôt ou pas? Donc non, on réinsiste là-dessus, qu'on soit au niveau impôt, qu'on soit une structure à l'impôt société, on neutralise la subvention pour le calcul du résultat fiscal, et c'est le cas aussi à l'impôt sur le revenu. Et deuxième effet cool, pour les entrepreneurs individuels, on le neutralise aussi pour les cotisations sociales. Un dirigeant possède plusieurs TPE avec plusieurs sirènes différents. Est-ce qu'il peut bénéficier du FSE pour chaque entité? Eh bien oui, en effet, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, il s'agit d'une aide donc, pour l'entreprise et donc une personne physique qui aurait la qualité de dirigeant dans plusieurs structures différentes ou qui serait même associée dans plusieurs structures différentes, n'empêche pas en effet que chaque structure prise indépendamment puisse bénéficier en effet du Fonds de solidarité. Un mot des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, est-ce qu'ils sont éligibles au Fonds de solidarité? Alors oui, un micro-entrepreneur en tant que personne physique, en tant qu'indépendant, peut bénéficier du Fonds de solidarité. Alors bien évidemment, il convient de vérifier qu'il remplit toutes les conditions que nous avons pu énumérer précédemment, mais il sera éligible en effet comme une entreprise personne morale, à condition notamment d'avoir par exemple perdu du chiffre d'affaires ou d'avoir fait l'objet d'une fermeture administrative. La France fait partie de ces pays où l'association est structurante dans le pays. Des milliers et des milliers d'associations ont-elles droit au FSE ou pas? Alors oui, les associations ont le droit au FSE à partir du moment où elles remplissent une condition supplémentaire, je dirais, par rapport aux sociétés. C'est soit d'avoir au moins un salarié au sein de leur structure ou être soumis aux impôts commerciaux. Donc des associations comme des associations sportives, par exemple, pour lesquelles nous avons eu beaucoup de demandes d'informations, ces associations sportives, à condition en effet de justifier qu'elles ont subi des pertes
importantes liées à l'inactivité, puisque beaucoup d'associations n'ont pas pu donner de cours de sport pendant un certain temps du fait de la fermeture des structures et des salles de sport. Eh bien, elles sont éligibles à ce titre au Fonds de solidarité Ce également. qui doit bien les aider parce qu'elles se voient amputées d'une grande partie de leurs ressources et on sait que les ressources des associations sont mesurées au compte-gouttes tant elles sont pauvres, ces associations finalement. Tout à fait. Alors, les activités de vente en ligne avec retrait en magasin ou livraison, est-ce qu'elles sont prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires ? Alors, à partir du moment où l'entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, l'aide, tout ce qui est vente à distance, n'est pas pris en compte dans le chiffre d'affaires. Il y a une neutralisation, en effet, des ventes à distance qui sont exclues, finalement, du calcul de la perte de chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion de vente à distance ? Bien Il y a sûr. beaucoup de questions à ce sujet. En effet, la vente à distance, il faut l'entendre comme la vente qui est réalisée, pour parler très concrètement, par téléphone, par Internet, par téléachat, et qui permet ensuite au client soit de se faire livrer directement ou de venir rechercher sa commande en magasin. C'est clair, merci beaucoup. Alors, on revient à la restauration. J'ai une activité de food truck, comme une pizza par exemple. Est-ce que je peux exclure du calcul de mon chiffre d'affaires les ventes en ligne? Quel de vous deux? Je peux le faire. Non, puisqu'en fait, un food truck, c'est le principe, n'a pas été considéré par une mesure d'interdiction d'accueil du public. On respecte des conditions sanitaires, donc il est hors dispositif. D'accord. C'est clair, net et précis. Alors, les retraités vous ont souvent contacté aussi et continuent de le faire. L'un d'entre eux nous dit « Je suis à la retraite, mais j'exerce une activité complémentaire. Est-ce que je peux solliciter le Fonds de solidarité au titre de cette activité complémentaire ?» Bien entendu, quel que soit son statut, y compris le statut de micro-entrepreneur qui sont éligibles, on l'évoquait tout à l'heure. Alors, je crois une particularité, c'est le fait de prendre en compte, en déduction du Fonds de solidarité obtenu, la pension de retraite qu'on touche. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. Lorsque la personne exerce en tant que personne physique une activité professionnelle, elle devra déduire sa pension de retraite du montant qu'elle pourra obtenir. Et dans le cadre des sociétés, ce sera uniquement s'il a un statut d'associé majoritaire que la pension de retraite devra être déduite, en effet, du montant de l'aide que l'entreprise pourra obtenir. Donc si par exemple il a monté cette société avec sa femme, qui est son épouse, qui est majoritaire, il peut là ne pas déduire? Alors, s'il est dans une situation, par exemple, où il est à 50-50 avec son épouse au sein de la société... 49-51, mais c'est fini la parité, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Donc, alors, 40, si son épouse 51, détient 51% en effet du capital, à ce moment-là, il n'est pas majoritaire et donc il n'a pas à déduire sa pension de retraite. D'accord, à bon entendeur, salut. Bien, une entreprise en difficulté, ça aussi ce sont des questions récurrentes. Entreprise en difficulté, peut-elle solliciter le FSE? Dans quelles conditions peut-elle le faire? Alors, là-dessus, en effet, l'entreprise en difficulté peut, d'une manière générale, être éligible en effet au Fonds de solidarité, mais les textes ont mis en place, en effet, un rappel lié à une réglementation européenne qui est la réglementation des aides de minimis et qui fait en sorte que les entreprises qui sont en difficulté au sens des règlements européens au 31 décembre 2019 doivent respecter en effet la réglementation des minimis. Donc il va falloir pour ces entreprises justifier de ne pas dépasser un certain montant d'aide et surtout d'être en capacité de justifier auprès de l'administration les montants d'aide qu'elle aura perçus. Alors ces questions, évidemment, et tellement d'autres, on peut les retrouver chez Infodoc Expert, que vous pouvez consulter gratuitement, je le précise, depuis peu, décision de la nouvelle équipe du Conseil Sup. On va se contenter de celles qu'on a évoquées. Peut-être un mot de conclusion, Damien ? Oui, je crois qu'on peut être fier quand même d'être, quand on est entrepreneur, sur cette période qui a été difficile pour tous, enfin pour une majorité, d'être en France. On a trois grands dispositifs, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État et ce fonds de solidarité qu'on a évoqué aujourd'hui et qui, même s'il y a plusieurs cas de figure, ça a été véritablement un process industriel. À partir du moment où on répond, on a l'arbre de décision, on répond correctement aux questions sur le site d'impôt.gouv, il s'est mis en œuvre très très rapidement, contrairement peut-être au PGE ou au chômage partiel où c'était un petit peu plus complexe. Donc je pense qu'on peut être fier à ce niveau-là, quand on compare certains pays voisins où les très petites entreprises ont été beaucoup plus et sont beaucoup plus en difficulté à ce jour que chez nous. Et puis je crois que le Conseil supérieur a joué le jeu, on est au service des consoeurs et des confrères, et à ce titre, on a une hotline gratuite depuis le début du dispositif,
Patrick Viau m'évoquait, 8000 réponses à des confrères sur ce sujet-là. Alors on va sur le site, on met sa question par écrit, et dans les 24 heures, on a une réponse par mail. Et enfin, il y a les modèles d'attestation qu'on évoquait aussi, qu'il faut fournir dans certains cas, qui sont à disposition sur notre site du Conseil supérieur. Merci à tous les deux pour votre contribution. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission sur la chaîne YouTube du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, sur le site internet évidemment aussi du Conseil sup. Possible aussi, vous l'avez entendu, notez-le, n'hésitez pas de solliciter l'expertise de tous les services de l'Ordre. Ils sont composés de femmes et d'hommes compétents, disponibles et dont l'enthousiasme est contagieux. Cerise sur le gâteau, c'est gratuit, donc pas d'hésitation. Fin de ce rendez-vous, à très vite pour de nouvelles aventures au cœur de la profession. Bye bye.